Quel est votre rôle dans la conception de mains bioniques? En ce qui me concerne, j'interviens sur la partie mécanique, électronique et alimentation. Donc vous êtes ingénieur? Oui, actuellement je suis ingénieur expert en langage Python, donc en informatique. Précédemment, j'étais ingénieur en informatique, ce qu'on appelle les systèmes d'information. Nicolas a-t-il déjà expérimenté au quotidien votre prototype de main bionique? Non, il s'en sert pour l'instant qu'occasionnellement. Je suppose que vous avez vu des photos du prototype actuel. Oui. Bon voilà, il y a pas mal de pièces autour du bras, et donc ça serait pas très pratique au quotidien de s'en servir. Quelles en sont ses limites au niveau fonctionnel, surtout? Alors au niveau fonctionnel, en fait on est limité par deux choses. La première chose c'est le matériel. La deuxième chose, pardon, c'est le logiciel. En fait, l'électronique qui est embarquée dans la prothèse interprète des signaux en provenance de capteurs posés sur le bras de Nicolas pour ensuite demander à la main de s'ouvrir ou de se fermer. Le logiciel actuel n'est pas suffisamment sensible pour permettre une ouverture ou une fermeture partielle. Donc actuellement, on a ou une fermeture complète ou une ouverture complète. Et au niveau donc ce qu'on appelle hardware, c'est-à-dire tout ce qui est électronique, on est limité par le moteur qui consomme énormément et sur lequel on n'a pas de très grande précision de rotation et donc comment dire, on n'a pas de retour sur l'ouverture de la main, savoir quand est-ce qu'elle est totalement ouverte, quand est-ce qu'elle est ouverte à 10%, etc. Existe-t-il des projets plus évolués de mains bioniques low cost? Alors pour les retours qu'on en a, puisque Nicolas fait pas mal de voyages à l'étranger pour rencontrer d'autres personnes, le projet de Nicolas est un des projets les plus avancés, puisqu'il a eu l'occasion, il y a plusieurs mois maintenant, c'était en début d'année, de rencontrer de nombreuses universités américaines. Et il s'avère que le projet est plus avancé que dans nombre de ces universités. Ce qui a permis justement à Nicolas d'établir de nombreux partenariats, dont justement avec un centre de recherche européen en Italie, où il y a des échanges réguliers justement entre leur centre de recherche et nos recherches à nous, pour faire avancer le tout. Donc est-ce que vous pourriez simplement nous expliquer le système qui permet à la main de bouger après avoir reçu les signaux nerveux? Oui. Donc, comme vous le dites, tout part de capteurs donc, qui recueillent les signaux nerveux. Alors, c'est pas tout à fait des signaux nerveux. En fait, ce sont des capteurs qui sont placés sur les muscles de l'avant-bras. Et Nicolas contracte ou non donc, ces muscles. Donc, il y a une série de capteurs sur le dessus, une série de capteurs sur le dessous. Donc, quand il contracte les muscles du dessus, c'est pour fermer la main. Quand il contracte ceux du dessous, c'est pour l'ouvrir. Donc, les capteurs détectent quels muscles sont actionnés. Ça part sur une carte Arduino. Donc, actuellement, c'est une simple carte Arduino Uno. Donc, c'est la carte la plus standard, la plus répandue. Cette carte-là donc, va lire si le signal vient des muscles du dessus de l'avant-bras ou du dessous. Et en fonction de ça, en fait, il va piloter trois moteurs qui vont ouvrir ou fermer les doigts de la main. D'accord. Et donc il y a combien? Il y a que 2 mouvements possibles pour l'instant? Pour l'instant, oui, il y a 3 mouvements possibles. On essaye d'en implémenter de nouveaux. Donc, comme je le disais, on est relativement limité au niveau hardware, notamment par les capteurs, le logiciel, etc. Et donc, les prochains prototypes seront plus évolués puisqu'on a acheté notamment un bracelet Mio. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Non. Pas du tout. Donc, ça s'écrit MYO. Donc, c'est un bracelet en fait qui se place en haut de l'avant-bras et qui est capable de détecter énormément de mouvements en fait, musculaires. Et donc, ce capteur-là, ce bracelet, va nous permettre justement d'augmenter les possibilités de mouvement. Et quels aspects de la main vous comptez miniaturiser? Alors, au niveau miniaturisation, on va d'abord agir sur la partie moteur. Parce que les moteurs actuels ont deux défauts. C'est un, ils sont très volumineux.
comme vous avez pu le voir sur les photos. Et de deux, il consomme énormément d'énergie. Donc il faut savoir une chose, c'est qu'actuellement, la main fonctionne avec 10 piles LR6, donc des piles standards, bâton. Et avec ces 10 piles, on a 1 à 2 heures d'autonomie, ce qui est vraiment très peu. Donc on travaille sur la partie moteur, donc, qui va permettre de gagner en volume occupé. Et également, on compte baisser du coup la consommation. La partie électronique est très facilement miniaturisable. Pour l'instant, on reste sur des cartes standards parce qu'elles nous permettent d'effectuer du débugage, du développement très facilement. Mais on trouve des versions miniaturisées de ces cartes. Donc ça, c'est pas un souci. Et enfin, la partie alimentation, puisque comme je le disais, actuellement c'est 10 piles. Donc, ce qui fait un petit peu trop gros pour pouvoir s'en servir tous les jours. Donc on travaille à une version miniaturisée de l'alimentation qui permettra de fonctionner en fait avec 2 piles idéalement. D'accord. En fait, c'est un peu la problématique de notre TPE, c'est est-ce que vous pensez qu'à terme, on pourra créer une prothèse bionique qui remplacera totalement un membre perdu? Globalement, oui. Faut savoir une chose, c'est que en fait, aux États-Unis, avec toutes les guerres auxquelles ils ont participé ces dernières années, il y a eu énormément de recherche et de développement à ce niveau-là. Et cette année, notamment, ils ont présenté une main robotique qu'ils avaient équipée une couche de poutre en fait, qui permettait de renvoyer la sensibilité à la personne qui la portait. Et c'est des progrès qui montrent que, effectivement, les mains, on a eu l'occasion avec Oupla d'avoir de nombreuses prothèses professionnelles entre les mains. Entre ce qui nous est passé entre les mains et les informations qu'on voit passer à gauche à droite, et même ce qu'on arrive à faire avec peu de matériel, il n'y a aucun doute que, je dirais, d'ici maximum 15 à 20 ans, on pourra remplacer entièrement des membres. Et par rapport aux matériaux qui constituent la main, donc qui sont pas chers, mais enfin, c'est quels matériaux exactement? Alors, actuellement, ce qu'on appelle l'emboîture, c'est-à-dire ce qui s'emboîte sur le moignon de l'avant-bras de Nicolas. Actuellement, on a utilisé une simple plaque d'aluminium qu'on a formée nous-mêmes. Donc, c'est vrai que ça, c'est pas idéal à porter tous les jours. Mais par contre, on travaille avec notamment une école d'ergonomie. Donc, ils vont développer des emboîtures sur mesure, propres. Donc là, ça sera du plastique. Et autrement, la main est actuellement imprimée en plastique également. Donc c'est imprimé en 3D par des simples imprimantes. Et autrement, un petit peu d'électronique. Donc c'est principalement du plastique et du métal. Et donc votre main low cost, l'objectif c'est de pouvoir être ensuite commercialisé dans les pays plus défavorisés? Alors, le projet initial c'était donc Bionic Hand. Donc Nicolas a créé une association donc, cet été qui s'appelle My Human Kit, qui englobait le projet initial, donc Bionic Hand. Et donc cette association a 2 buts. La première, c'est bien évidemment de développer la prothèse bionique qui est en cours de développement. Mais il y a un deuxième but, je ne sais pas si on a beaucoup communiqué dessus pour l'instant. En fait, c'est de développer des prothèses qu'on appelle des prothèses mécaniques. C'est-à-dire, par exemple, pour une main, ça va être si une personne, par exemple, plie le bras, ça va fermer la main. Si elle ouvre son bras, ça va ouvrir la main. Mais 100% mécanique, c'est-à-dire avec des ficelles attachées, par exemple, sur un harnais dans le dos, qui va plus ou moins tirer sur les ficelles en fonction de l'ouverture du bras. Et donc en fait, l'association a pour but de développer ce genre de prothèses pour les pays, ce qu'on appelle les pays sous-développés et les zones de conflit, donc les zones en guerre, pour pouvoir justement, le but final, ça serait de pouvoir imprimer directement sur place les prothèses à la bonne taille et aux besoins, avec une imprimante 3D.